Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui à l'invitation de l'Institut Intelligence et Données. On apprécie l'occasion qui nous est donnée de vous parler de transformation numérique, bien sûr, mais des enjeux de transparence et peut-être surtout aujourd'hui de protection des renseignements personnels qui sont associés à ce grand mouvement de transformation numérique. Je vais parler du projet de loi 64. C'est peut-être la raison qui vous amène ici. Ce sera l'essentiel de ma présentation. Donc, restez en ligne dans une dizaine de minutes. C'est à ça que je vais m'attarder principalement. Donc, je commence par un mot sur la commission d'accès. C'est quand même bon de le mentionner puisque tout le monde ne nous connaît pas. On est un organisme public et on veille à l'application de la loi sur l'accès et de la loi sur le privé. Je vais donner leur nom complet tout à l'heure, mais ce sont les deux lois qui encadrent la transparence et la protection des renseignements personnels principalement au Québec. Deux missions donc essentielles pour la commission d'accès à l'information. Et on a plusieurs rôles. On a un rôle de promotion des bonnes pratiques en matière de transparence et de protection des renseignements personnels. On est aussi un organisme de surveillance. Donc, quand je vous dis qu'on veille à l'application de ces lois-là, c'est qu'on vérifie que leurs dispositions sont bien mises en œuvre. Et on a une fonction de tribunal administratif aussi. Donc, on tranche les recours qui sont soumis à la commission en vertu de la loi sur l'accès ou en vertu de la loi sur le privé. Il y a donc des juges administratifs qui rendent des décisions également dans ce volet-là. Donc, sans plus attendre, grosso modo, le webinaire d'aujourd'hui va se structurer comme suit. Je vais parler d'abord de transformation numérique de façon assez large, parler des promesses, parler des enjeux, mais je crois que vous êtes quand même assez familier avec tout ça. Donc, je vais transiter assez rapidement vers les renseignements personnels et la modernisation des lois. Modernisation matérialisée essentiellement par le projet de loi 64, mais il y a quand même eu le projet de loi 95 qui amène certaines nouveautés pour les organismes publics. Donc, j'en dirai un bref mot. Je vais parler des nouvelles possibilités pour les organisations, publiques comme privées. Hein, ça va être un discours assez général, assez haut niveau, mais ça pourra vous intéresser que vous apparteniez à l'un ou l'autre des secteurs. Je vais parler aussi des nouvelles responsabilités. On sait d'avance qu'elles seront nombreuses, donc ça va constituer une bonne partie de mon propos. Et aussi donner un aperçu du cheminement à entamer, puisque ça va s'échelonner sur quelques années. Et je vais conclure à la fin par quelques perspectives, mais vraiment très brèves, sur le volet accès à l'information, qui est une autre mission importante pour la Commission. Et là, en l'absence de changement législatif, on peut quand même, je pense, profiter du mouvement de transformation numérique pour faire un peu mieux en cette matière-là. Donc, je pourrais vous donner quelques pistes en conclusion. Donc, commençons par regarder grosso modo la transformation numérique à haut niveau. J'ai mis une personne qui fait une course à obstacles parce que je pense que ça peut représenter ce que ça représente. Ça peut représenter assez bien le processus au sein d'une organisation. Pas mal d'embûches là, à enjamber. Donc, peut-être la première chose à régler, c'est ce que c'est la transformation numérique. Je n'ai pas la prétention de vous donner une définition très, très précise ou ultime, mais j'ai mis un nuage de mots déjà pour présenter certaines des technologies auxquelles on pense quand on réfléchit à la transformation numérique. Alors, l'intelligence artificielle, bien sûr, qui occupe une bonne part des travaux de l'Institut Intelligence et Données, l'info numérique, la biométrie, l'Internet des objets. Donc, c'est des mots là, comme ça qu'on entend de plus en plus dans le vocabulaire médiatique et au sein des organisations. Et c'est une composante importante, bien sûr, de la transformation numérique. Le mot numérique est là aussi pour ça. C'est l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Technologies dont on n'a pas toujours connaissance de l'ensemble des enjeux, mais qui certainement apportent beaucoup de promesses, beaucoup de nouvelles possibilités. C'est aussi associé comme mouvement à la modernisation des infrastructures. Il y a déjà des infrastructures informatiques dans les organisations. On n'arrive quand même pas de nulle part, mais il s'agit de les faire évoluer vers les pratiques les plus actuelles. C'est aussi caractérisé par l'adoption de services distants ou l'offre de services distants, et on l'a tous vécu pendant la pandémie. Donc, davantage de services qui sont fournis à distance, qui sont accessibles de partout dans le monde, à tout moment. Donc, l'info numérique amène beaucoup cette possibilité-là, et c'est un nouveau modèle d'affaires. Et bien sûr, là, les données sont au cœur de cette transformation numérique-là, donc on va chercher à les valoriser, à en tirer de l'information et à faire mieux grâce à elles. Donc, justement, les objectifs que l'on peut prêter à la transformation numérique, entre autres, c'est d'offrir des produits et des services qui sont améliorés, qui répondent mieux aux besoins des citoyens, aux besoins des clientèles. On peut aussi penser à des gains de productivité, par exemple pour l'amélioration des processus. À l'innovation, je pense que ceux qui travaillent dans le domaine médical savent qu'on utilise notamment l'intelligence artificielle de plus en plus pour des recherches de médicaments, mais il y a bien d'autres choses que l'on peut faire avec. Et un des autres objectifs, c'est aussi de se servir des données dont on a possession finalement pour prendre des meilleures décisions. Donc, des décisions dans le secteur public ou des décisions dans le secteur privé qui sont assises
sur des faits, sur des réalités un peu mieux mesurées. Donc, il y a quand même beaucoup de grands changements positifs qui sont promis par cette transformation numérique, ce qui explique que, je pense, tous se lancent plus ou moins en même temps dans ce mouvement-là, quoique on n'est pas tous rendus au même endroit, mais il y a aussi des changements sociaux. Là, évidemment, je ne suis pas sociologue, je ne vous donnerai pas une analyse profonde de tout ça, mais je pense qu'on va s'entendre sur un premier phénomène qui est la mise en données, qui est amené peut-être par cette transformation numérique. Donc, on va chercher de plus en plus à quantifier des choses qu'auparavant, on regardait plus de manière qualitative, qu'on ne quantifiait pas. Bien sûr, des processus industriels, des phénomènes naturels, mais aussi des phénomènes humains, les émotions, les habitudes, les préférences, les profils, l'identité des gens, donc des choses qu'on va être capable aujourd'hui de transformer en données dans l'objectif de les valoriser. Donc, vraiment un changement important au niveau social. Un deuxième, si on veut valoriser les données dans la transformation numérique, il faut en accumuler une certaine quantité. Je pense que c'est assez connu que l'intelligence artificielle notamment l'intelligence artificielle repose sur des grandes quantités de données. Donc, les organisations tendent à avoir un avantage à les accumuler, à les valoriser, et on assiste aussi à une circulation accrue de ces renseignements-là, de ces données-là, quelle que soit leur nature, entre les organisations, entre le public, entre le privé, etc. Donc, tout un écosystème qui se bâtit. De ces changements-là découlent certains effets. Évidemment, il y a des effets positifs qui sont attendus de la transformation numérique sur les personnes. J'en parlais un petit peu quand je vous présentais les promesses de ce mouvement-là il y a quelques instants. Mais il y a aussi des impacts peut-être plus négatifs sur les personnes. Donc, dans les données que l'on accumule, que l'on valorise, que l'on fait circuler, il y a évidemment une bonne part de renseignements personnels. Et il faut savoir que recueillir un renseignement sur une personne ou l'utiliser, c'est une atteinte à sa vie privée d'une certaine façon. Donc, ça peut dépendre, ça peut changer en ampleur. Mais au fond des choses, c'est quand même une atteinte à sa vie privée. Et donc, il faut le faire avec prudence. Un impact sur les personnes peut être à leur autonomie. On utilise de plus en plus des procédés automatisés pour prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts sur les personnes, des impacts juridiques, des impacts financiers. Et parfois, on le fait aussi dans une certaine opacité. Donc, on n'a peut-être pas toujours le même contrôle qu'avant sur nos renseignements personnels. Ça devient plus difficile. Et puis, on peut aussi penser, bien sûr, à tout le volet lié aux cyberattaques ou aux incidents de confidentialité. Donc, qui dit données accumulées dit convoitise. Évidemment, là, je pense qu'on le voit si on suit un peu l'actualité, même générale, qu'il y a de plus en plus de risques là, pour les renseignements personnels liés notamment au fait qu'on a des organisations qui mettent des appareils en réseau, etc., qui n'ont peut-être pas toujours encore les meilleures mesures de sécurité. Donc, certainement un impact sur les personnes de ce côté-là. Et il y a aussi, brièvement, là, des avantages pour les organisations, mais aussi certains risques, certains coûts. Des coûts d'acquisition de technologie, ça va de soi, des coûts évidemment de conformité réglementaire, des coûts de gestion qui sont importants pour des incidents de confidentialité, justement. Donc, gérer les contre-coups de ça coûte souvent très cher, mais même sans prémunir. Et des risques. Donc, si on reste dans le thème des incidents de confidentialité, des risques pour la réputation, des risques pour la confiance de la clientèle, si on est une entreprise, ou même des citoyens, si on est un organisme public. Donc, ça fait un peu le panorama des promesses et des enjeux, et je vais revenir sur l'aspect données, puisque c'est celui qui va m'occuper pour l'essentiel de la présentation. Donc, je l'ai dit, au cœur de cette transformation numérique-là, ce qu'on a, ce sont des données. Et ce qui intéresse davantage la Commission, ce sont les données qu'on dit à caractère personnel, les données personnelles, peut-être un vocabulaire plus européen ou anglo-saxon. Au Québec, on va parler de renseignements personnels, mais c'est un peu la même chose et vous allez me voir utiliser les deux termes là, de façon interchangeable au fil de la présentation. Alors, un renseignement personnel, c'est un concept qu'on a peut-être tous en tête, mais qu'on ne s'attarde pas souvent à définir. Je pense que c'est important, avant de plonger dans la refonte des lois, de voir ce qu'on cherche à protéger. Donc, il se déduit de la législation actuelle qu'un renseignement personnel, c'est un renseignement qui concerne une personne physique, c'est vous, c'est moi, par exemple, et qui permet de l'identifier seul ou en combinaison avec d'autres. Si on reformule tout ça, si on rebrasse un peu les choses, un renseignement personnel, c'est un élément d'information qui nous fait apprendre quelque chose sur vous, une information plus ou moins importante, qui va permettre de vous identifier seul. On peut penser à un numéro d'assurance sociale qui est unique, qui est attribué à une seule personne, ou qui peut avoir le potentiel de permettre de vous identifier si on le combine avec d'autres. Donc, c'est souvent ça qui permet d'identifier un renseignement comme personnel.
Alors, je vous donne des exemples parce qu'il n'y a rien de mieux pour illustrer la variété de choses dont on parle sous le thème renseignement personnel. D'abord, il va y avoir des renseignements d'identité. Ceux-là, on les connaît assez bien. Ça va être le nom, ça va être l'adresse, ça va être le code postal, le numéro de téléphone. Donc, des renseignements de contact, des renseignements sociodémographiques, votre âge, votre sexe, des renseignements d'identité généraux comme votre numéro d'assurance sociale, par exemple. On a aussi des données, des renseignements personnels liés à votre apparence, à votre voix. On a tous un téléphone intelligent, il y a beaucoup de réseaux sociaux et ça s'échange de plus en plus finalement des documents vidéo, des documents audio qui contiennent des renseignements personnels. Donc, on peut penser à ça également. Sinon, on peut penser aux données biométriques, aux données de géolocalisation, aux renseignements de santé. Ceux-là font souvent la une et on sait à quel point ils sont précieux. Donc, les renseignements de santé de tout type. On a beaucoup parlé du statut vaccinal, bien sûr, dans les derniers mois, mais votre historique de consommation de médicaments peut être un autre exemple. Et des renseignements financiers peuvent être également un autre exemple, donc des informations sur votre revenu, des données de paiement, des informations sur vos placements. Ça donne un peu une idée. Et là, je n'ai même pas parlé de données de navigation sur Internet. Je n'ai pas parlé de données génétiques. Donc, il y a vraiment là toutes sortes de choses qui tombent sous la définition de renseignement personnel. Et je pense que vous aurez constaté quand je faisais ma liste que ça fait partie de ce qui est le plus mobilisé par les organisations pour mieux servir les clients, mieux servir les citoyens. Donc, les renseignements personnels sont vraiment au cœur de tout ça. Et je vais terminer par une petite phrase qui est importante. Donc, la protection des renseignements personnels, finalement, c'est une responsabilité qui est collective. Comme individu, on a un certain pouvoir d'action pour être vigilant, bien sûr, pas faire n'importe quoi avec nos renseignements personnels, mais le fardeau est aussi sur les organisations. Donc, il y a quand même un formidable pouvoir qui est associé à l'utilisation des données. En contrepartie, il faut mettre les ressources pour bien les protéger. Donc, ça, c'est dans l'intérêt collectif. Alors, ça m'amène à parler de renseignements personnels et surtout des lois qui les concernent et de la modernisation de ces lois-là. Un mot d'abord, peut-être pour contextualiser, on n'a pas des nouvelles lois, on vient transformer des lois qui existent déjà. Donc, ça vaut la peine de les présenter rapidement. Donc, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, c'est son nom long. La loi sur l'accès, comme je l'appelle, donc c'est la loi qui concerne le secteur public. Et dans le secteur privé, on a la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, que j'appelle la loi sur le privé. Donc, ces deux lois-là vont énoncer des principes, énoncer des obligations, des droits, et tout ça dans l'objectif de protéger les renseignements personnels tout au long de leur cycle de vie. C'est l'image du haut. Donc, le cycle de vie du renseignement personnel, ce n'est pas le sens principal de mon propos aujourd'hui, mais je vous rappelle que ça commence par sa collecte par une organisation. Hein, c'est le moment où on va le recueillir, l'inférer ou le créer. Ensuite, on va l'utiliser à une fin déterminée. On peut le communiquer à certaines organisations dans certains cas. On le conserve pendant un certain temps et finalement, on le détruit. Donc, à toutes ces étapes-là, il y a des obligations qui s'appliquent et plusieurs vont demeurer, même si on modernise les lois finalement. Je vais également vous parler brièvement d'une autre loi. Il y en a bien d'autres qui touchent les renseignements personnels par ailleurs, notamment en matière de santé, en matière financière. Il n'y a pas seulement les deux lois principales et cette troisième-là, mais je vais m'attarder sur la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Nos lois ont le don d'avoir des noms assez longs, alors je vais l'appeler la loi sur les ressources informationnelles, qui concerne le secteur public, comme le dit son nom, et qui concerne la gestion essentiellement du patrimoine informatique du secteur public, mais il y a des changements quand même importants dont je vous parle prochainement. Donc, les changements législatifs récents qui vont venir modifier un peu ce panorama, il y a le projet de loi 64 que je vais continuer d'appeler un projet de loi là, au fil de la présentation, même si maintenant il a été adopté. Donc, c'est un projet de loi qui vient modifier la loi sur l'accès, la loi sur le privé, qui a donc un impact sur les deux secteurs, public et privé, en matière de protection des renseignements personnels. Donc, l'objectif qui a été annoncé, les objectifs qui ont été annoncés pour cette réforme, c'est d'assurer un meilleur contrôle des citoyens sur leurs renseignements dans des circonstances où souvent on comprend peut-être un peu moins ce que les organisations font avec nos renseignements. Donc, il y a des pratiques opaques et on peut avoir le sentiment de justement ne plus pouvoir exercer le contrôle, qui est un aspect important. On voulait aussi adapter les lois au contexte moderne, au contexte technologique, numérique. La loi sur l'accès, elle a presque 40 ans, tout comme la commission. La loi sur le privé remonte à 1994. Et depuis, il n'y avait pas vraiment eu de réforme majeure sur les principes. Vous comprendrez donc qu'il y a eu beaucoup de changements sociaux depuis qui justifiaient une mise à jour de ces lois. Et l'objectif, c'était aussi de renforcer la confiance
Je pense qu'on a tous vécu une certaine perte de confiance par rapport à nos renseignements personnels, comment ils sont utilisés par certaines organisations. On peut penser à des incidents de sécurité majeurs là, qui sont survenus dans les dernières années et qui continuent de survenir. Donc, ici, c'est aussi l'un des objectifs. Alors, ce projet de loi-là, très important, il a été adopté et même sanctionné là, le 22 septembre 2021. Donc, il va entrer en vigueur par étapes, cela dit. Donc, il y a des dispositions qui vont rentrer en vigueur dans 10 mois, en septembre 2022, puis un an plus tard, en 2023 et en 2024. Donc, par étapes. Je vais reparler de ça brièvement tantôt, mais ça donne un peu de temps là, aux organisations pour voir venir les choses. Un autre mot sur un autre projet de loi, c'est le projet de loi de 95, qui lui aussi est une loi maintenant, mais qui est une loi qui change la loi sur les ressources informationnelles. Donc, ça touche le secteur public. Et l'objectif de ce projet de loi-là, qui remonte à juin dernier, c'était de rehausser la cybersécurité dans l'appareil public. Donc, on sait qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux par rapport à la sécurité des systèmes informatiques. Et aussi, l'objectif, c'est de favoriser la transformation numérique de l'État en rendant la gestion des données plus efficiente. C'est le vocabulaire qui a été employé là, par le ministre responsable. Donc, on a quand même un grand mouvement de transformation numérique, non seulement dans les entreprises, mais aussi au niveau de l'administration publique. Alors, je le disais, ça remonte à juin, ce projet de loi-là. On en a peut-être moins entendu parler, mais il y a un impact quand même majeur sur les organismes publics et il est déjà en vigueur, sauf pour un petit volet sécurité de l'information, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est hors de la portée là, de mon propos, encore une fois. Donc, plongeons un peu plus dans le détail. Il y a plus de possibilités qui sont offertes aux organisations avec ces projets de loi-là. Donc, pour le projet de loi 95 qui touche les ressources informationnelles, le changement majeur, c'est qu'on est venu enchasser dans la loi les principes de mobilité et de valorisation des données numériques gouvernementales. Alors, une donnée numérique gouvernementale, c'est une donnée sur support informatique qui est détenue par un organisme public et ça inclut les renseignements personnels. Donc, changement majeur pour cette raison-là. Et quand on parle de mobilité et de valorisation, on parle de décloisonnement, on parle de circulation accrue entre les organismes publics pour ce qui est des renseignements, des données numériques gouvernementales. Et la valorisation, c'est un peu dans la perspective de la transformation numérique, d'aller tirer de la valeur à partir des données, mais non pas en les vendant. Ça, c'est bien précisé dans la loi. Donc, ça pourrait être fait, cette mobilité, cette valorisation-là devront être faites à des fins précisées dans la loi, des fins généralement d'intérêt gouvernemental, donc améliorer les services publics, faire des recherches, faire du développement, mieux contrôler les ressources. Donc, un certain nombre de fins qui vont venir justement appuyer la transformation numérique. Donc, changement de paradigme important là, dans le public. Je ne reparlerai pas du projet de loi 95, mais je sonne quand même la cloche. Vous devriez en prendre connaissance si vous êtes dans un organisme public. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Maintenant, le reste concerne le projet de loi 64 et les nouvelles possibilités qui sont amenées. Je vais parler de la dépersonnalisation et de l'anonymisation. Deux nouveaux concepts. Alors, pour faire des études, des recherches ou des statistiques qui portent sur un programme, par exemple, un organisme public va maintenant pouvoir utiliser des renseignements dépersonnalisés sans avoir besoin de demander le consentement des personnes. Donc, c'est un allègement d'une certaine façon. Et la dépersonnalisation, c'est un processus qui transforme le renseignement pour faire en sorte qu'il ne permette plus d'identifier directement la personne concernée. Alors, on peut penser au retrait de certains identifiants directs, comme le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale si on l'a, mais c'est vraiment une analyse contextuelle qui va devoir être faite. Donc, c'est vraiment, chacune des possibilités que je vous présente est assortie là, de détails dans la loi et de certains critères. Il faudra aller en prendre connaissance, mais certainement une nouvelle possibilité importante ici avec la dépersonnalisation. Et disons, la coche de plus, c'est l'anonymisation. Alors, les organismes publics vont pouvoir, au lieu de détruire les renseignements personnels au terme de leur cycle de vie, comme je vous indiquais tantôt, ils vont pouvoir les anonymiser à des fins d'intérêt public. Donc, on peut penser à une potentielle réutilisation pour améliorer des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple. Donc, l'anonymisation, c'est un processus plus strict. Il faut faire en sorte que les renseignements personnels ne permettent plus d'identifier à la fois directement, mais aussi indirectement les personnes concernées, et ce, de manière irréversible. Alors, gros contrat, le libellé dans la loi est pas mal plus complexe que ce que je vous présente également, donc ça va devoir quand même faire l'objet d'une analyse rigoureuse et aussi évolutive dans le temps, donc pour s'assurer que les renseignements demeurent anonymisés compte tenu de l'évolution des techniques, mais c'est une nouvelle possibilité importante pour les organismes publics. Du côté des entreprises, un certain allègement pour l'utilisation et la communication de renseignements sans le consentement.
Donc, le principe général, c'est que si on souhaite réutiliser un renseignement à d'autres fins que celles pour lesquelles on l'a recueilli ou le communiquer, bien, généralement, on doit demander le consentement des personnes. Donc, on vient alléger ça dans certains cas précis. Par exemple, pour améliorer les mesures de sécurité, pour prévenir la fraude, on va pouvoir utiliser des renseignements sans le consentement. Et par exemple, là, si on fait une transaction commerciale entre deux entreprises, une acquisition, une fusion, bien, si les renseignements sont nécessaires à cette transaction-là, on pourra aussi les communiquer sans le consentement en s'assurant d'encadrer le tout avec une entente. Mais ça donne une idée un peu là, des situations visées. Ensuite, ben là, on a les mêmes possibilités que dans le secteur public. Donc, pour faire des études ou des recherches, on pourra utiliser aussi dans le secteur privé des renseignements dépersonnalisés. Les critères sont semblables. Et on pourra également anonymiser des renseignements personnels au terme de leur cycle de vie pour les utiliser cette fois-ci à des fins sérieuses et légitimes. Donc, avec certains critères quand même. Ça donne une idée des nouvelles possibilités. Mais il y a quand même beaucoup de nouvelles responsabilités également pour faire le contrepoids et adapter les lois là, au contexte numérique moderne. Et avant de m'embarquer là-dedans, parce que vous allez voir que la liste est quand même longue et je sais que ça peut être décourageant, mais les nouvelles responsabilités sont là pour une raison. Hein? Et la raison fondamentale de ces lois-là, c'est de protéger un droit qu'on a enchâssé dans notre Charte des droits et libertés, le droit à la vie privée. Alors, ça vous concerne, ça me concerne, ça nous concerne tous. Et l'objectif des changements, c'est de protéger les personnes. Donc, c'est sûr que ça amène un certain fardeau pour les organisations, mais concrètement, on vise quand même à défendre une valeur qu'on a choisi de mettre de l'avant comme société, donc protéger les personnes et leur droit à la vie privée. Alors, je vais parler de ça sous certains angles, l'angle de la responsabilité, de la transparence, du consentement, réflexion et protection par défaut. Je vais parler des incidents de confidentialité aussi et de quelques autres responsabilités, mais je ne prétends pas vous donner là, un aperçu complet et exhaustif de la loi. Le projet de loi 64 compte 165 articles. Il y a beaucoup de changements à la loi sur l'accès, beaucoup de changements à la loi sur le privé. Donc, j'illustre seulement ici à haut niveau là, certains grands changements. Donc, en matière de responsabilité, donc, ce qu'on est venu préciser avec le projet de loi 64, dans une loi comme dans l'autre, c'est que la plus haute autorité au sein d'une organisation, elle a le devoir de protéger les renseignements personnels. C'est vraiment une fonction fondamentale et elle en est imputable également. Donc, c'est ça le principe de responsabilité. Et les nouveautés du côté du secteur public, on avait déjà des responsables de la protection des renseignements personnels qui étaient désignés par cette personne avec la plus haute autorité. Maintenant, il va falloir les appuyer avec un comité, donc un comité qui va traiter d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels. Et du côté du secteur privé, il faudra, si on ne souhaite pas assumer les fonctions soi-même comme plus haute autorité, il faudra désigner un responsable pour s'occuper de la protection des renseignements personnels, quelqu'un qui devra être capable de le faire de manière autonome. Et je précise là, que le projet de loi précise qu'on peut déléguer toute personne. Alors, ce n'est pas obligé d'être nécessairement une personne à l'interne. Il semble y avoir la possibilité que ce soit quelqu'un de l'externe également. Alors, cette personne-là va avoir un rôle excessivement important. La transformation numérique, c'est un changement de culture. La transformation pour la protection des renseignements personnels, c'est également à l'occasion une modification de la culture. Et cette culture va passer notamment par des règles de gouvernance. Donc, ça va être une des obligations importantes de ce responsable, d'établir et d'appliquer de telles règles de gouvernance. Dans le privé, on va parler de politique et de pratique, mais l'idée est un peu la même, c'est qu'on va coucher sur papier des règles qui encadrent, par exemple, la collecte de renseignements personnels, la conservation, les rôles et responsabilités des employés par rapport à tout ça, un mécanisme de gestion de plainte. Donc, voilà des choses que l'on devra établir dans les règles. Il y a une liste de contenu là, fondamental qui est précisée dans les nouveaux articles. Une autre chose importante en matière de responsabilité, une nouvelle obligation, ce sera de rédiger des politiques de confidentialité, mais en des termes simples et clairs. Donc, il n'y a rien de nouveau là, dans les politiques de confidentialité. Vous le savez, il y en a sur beaucoup de sites, même dans le secteur public. Maintenant, ce sera obligatoire justement sur des moyens informatiques de recueillir des renseignements personnels. Et on vient préciser que ça ne devra pas être du jargon incompréhensible, ça ne devra pas être rédigé là, en 8000 mots. Il faudra que ce soit simple pour les personnes de comprendre ce qu'on va faire avec leurs renseignements personnels. Donc, ça, c'est tout un changement de paradigme ici qui va dans le sens de la transparence, qui va dans le sens d'un meilleur contrôle des personnes sur leurs renseignements personnels. Et je pense qu'il ne faudra pas négliger les efforts à mettre pour clarifier une telle politique. Ça peut représenter un défi. Alors, je vais transitionner vers la transparence, j'en parlais. C'est ce qu'on cherche à faire aussi avec le projet de loi.
avec la nouvelle loi. Donc, une mesure de transparence, ça va être de diffuser cette politique de confidentialité. Elle devrait être accessible aux personnes et aussi les informations sur les règles de gouvernance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, au public, on devra carrément publier les règles. Au privé, on devra publier les informations principales sur les règles. Le tout, encore une fois, là, en faveur d'une meilleure compréhension des citoyens de ce qu'on fait de leur renseignement personnel. Une autre obligation, en fait, il faut savoir qu'il faut déjà informer les gens, les personnes concernées d'un certain nombre d'éléments lorsqu'on recueille des renseignements personnels à leur sujet. Ça peut être, par exemple, la raison pour laquelle on le fait, c'est quand même particulièrement important. Ça demeure, mais on devra fournir davantage d'informations. Je n'irai pas dans le détail. Et il y en a aussi qu'on devra fournir sur demande, par exemple, la durée de conservation des renseignements. Donc, à garder en tête pour adapter les processus. Deux autres informations qu'il va falloir donner aux gens. Si on a recours à une technologie qui permet de les profiler, de les localiser ou de les identifier, il va falloir les en informer. On peut penser à une technologie biométrique de géolocalisation ou d'intelligence artificielle qui permettrait un profilage. Et toujours en matière d'intelligence artificielle, si au sein d'une organisation, on mobilise des processus entièrement automatisés pour prendre des décisions à propos des personnes, il faudra les en informer au moment de leur communiquer la décision. Par exemple, cette décision aussi a été prise par une machine ou un algorithme. Là, je simplifie, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais il faudra les en informer. Et les personnes concernées pourront demander d'autres informations aussi, dont des facteurs, dont celle de savoir les facteurs principaux qui ont été considérés là, par la décision, dans la décision entièrement automatisée. Donc, à garder en tête pour les organisations, d'être capable d'expliquer au moins à haut niveau leurs décisions entièrement automatisées aux personnes concernées. Je chemine vers le consentement et malgré les possibilités que je vous ai présentées tantôt, le consentement demeure quand même une pierre d'assise de nos lois sur la protection des renseignements personnels. Donc, on est venu le renforcer de différentes façons. D'abord, pour utiliser ou communiquer des renseignements sensibles, il va falloir obtenir un consentement exprès. Alors, les renseignements sensibles, c'est un concept qui est nouveau dans la loi. Je pense qu'on a tous un peu en tête ce que ça signifie, mais on vient de donner une définition. Donc, les renseignements sensibles, c'est ceux essentiellement là, dont on s'attend à ce qu'ils soient davantage protégés. On donne dans la loi l'exemple des renseignements de santé, des renseignements biométriques ou de ceux qui sont autrement intimes ou dont la nature ou le contexte d'utilisation suscite une attente particulière en matière de vie privée. Donc, ça pourrait être potentiellement assez large. Et quand on parle de consentement exprès, c'est d'obtenir un consentement qui est un geste positif, qui est explicite. Par exemple, le fait de signer un document ou de cocher une case, mais quelque chose vraiment qui ne s'infère pas. Là. On ne peut pas juste le déduire. Maintenant, toujours en matière de consentement, il faudra, si on souhaite réutiliser là, des renseignements à d'autres fins, demander un consentement pour chacune de ces fins de façon distincte. Et il faudra le faire encore une fois en des termes simples et clairs. Donc, on voit ici aussi là, la volonté du législateur de renforcer la compréhension des gens de ce qui se passe avec leur renseignement personnel. Donc, là aussi, il y aura un défi de formulation. Et ces consentements-là devront être demandés distinctement des autres informations, ne pourront pas être noyés, par exemple, dans une très longue politique de confidentialité. Enfin, c'est ce qu'on peut comprendre de l'esprit derrière ce changement-là. Toujours dans l'optique d'aider les gens à bien comprendre, il faudra les aider à comprendre la portée du consentement qu'on demande pour que le consentement soit valide et qu'il soit éclairé. Donc, il faut se préparer à leur prêter assistance aux besoins là, si jamais ils ont des questions là-dessus. Pour ce qui est des enfants, maintenant des mineurs de moins de 14 ans, on vient préciser ici que le consentement d'un mineur de moins de 14 ans ne peut pas être donné par cette personne elle-même. Alors, grosso modo, il va falloir obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou d'un tuteur si on veut recueillir un renseignement personnel auprès d'un enfant, auprès d'une personne de moins de 14 ans. Et ce sera la même chose également si on veut utiliser ou communiquer un renseignement personnel de cet enfant. Et entre 14 et 18 ans, là, le mineur lui-même pourra consentir également. Donc, un changement ici pour la protection personnelle, la protection des renseignements personnels des enfants. Je transitionne vers un autre thème important, la réflexion et la protection par défaut. Ça vient un peu, c'est de mon cru, mais essentiellement, l'une des choses que l'on voit transparaître dans les changements législatifs, c'est un accent plus fort sur la culture de la protection des renseignements personnels, le fait de l'intégrer à toutes les étapes des activités d'une organisation, dès le début des projets et dans toutes les décisions. Donc, il y a un certain nombre d'obligations, de nouvelles responsabilités qui vont dans ce sens-là.
Une qui ressort particulièrement et qui a fait beaucoup jaser, c'est celle de réaliser des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, qu'on peut appeler EFVP également. Donc, c'est un processus qui peut aider à réfléchir aux impacts sur la vie privée d'un projet. Donc, l'idée, c'est d'évaluer en amont la conformité légale d'une initiative, ses impacts potentiels sur les personnes concernées en matière de vie privée largement, pas seulement pour leur renseignement personnel, et d'évaluer aussi quelles mesures on peut mettre en place pour limiter ces risques-là, pour les mitiger. Alors, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée se concluent généralement par un rapport et il va falloir en faire quand même dans un certain nombre de cas, notamment si on va acquérir ou développer un système d'information ou dans le cas des communications hors Québec. Donc, il faut aussi penser à si on a des fournisseurs infonuagiques, par exemple, situés à l'extérieur de la province, ce sera une obligation à mettre en œuvre quand même fréquemment. Maintenant, deux autres changements qui vont dans le sens de la protection par défaut, donc privacy by default, by design. Si on a un produit technologique qui peut être paramétré, il faudra offrir des paramètres qui, par défaut, assurent le plus haut niveau de confidentialité sans que les personnes aient besoin d'intervenir. Donc, pas qu'il y ait besoin d'aller décocher des cases là, dans une liste de paramètres, par exemple. Par défaut, il faudra protéger le plus possible les gens. Et aussi, la façon dont la loi est rédigée, il faudra désactiver les fonctions dont je vous parlais tantôt, les fonctions de profilage, de localisation et d'identification par défaut. Donc, on pourra informer les gens sur la façon de les activer, mais par défaut, elles vont devoir ne pas être fonctionnelles. Donc, quand même quelque chose d'important pour les conceptions d'outils informatiques. Sur les incidents de confidentialité, maintenant, des changements importants. D'abord parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui encadrait ça avant. D'abord, on vient préciser ce que c'est un incident de confidentialité. Il ne faut pas seulement penser cyberattaque, là, il y a pas mal de cas qui peuvent être couverts. Donc, on parle de l'accès, de l'utilisation ou de la communication d'un renseignement personnel non autorisé par la loi, de la perte de ce renseignement-là ou de toute autre atteinte à sa protection. Donc, les cas visés peuvent être relativement larges. Et si on soupçonne un incident et qu'on est une organisation, bien, on va devoir agir, on va devoir prendre des mesures pour limiter le risque qui est posé aux personnes concernées et pour évidemment éviter là, que des incidents de cette nature-là se reproduisent. Autre nouveauté importante qui existait dans d'autres provinces et dans d'autres juridictions, c'est l'obligation de déclarer des incidents de confidentialité à la commission d'accès à l'information quand il se pose un cas, en fait, quand il y a un risque de préjudice sérieux. Il y a des critères pour évaluer ça dans la loi. On peut penser à un risque important de vol d'identité, par exemple. Il faudra aussi, dans ces cas-là, aviser les personnes concernées en autant que ça n'entrave pas une enquête. Sachez que la commission pourrait aussi demander à ce que les personnes soient avisées en fonction de son évaluation de la situation. Et je termine en disant que les organisations vont devoir aussi tenir un registre des incidents de façon à ce que la commission puisse le consulter sur demande. Alors, une obligation de documentation ici. Un mot sur d'autres obligations. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, d'autres changements en général, pas seulement des obligations, mais je retiens entre autres une obligation élargie de divulgation à la commission en matière de biométrie. Donc, en ce moment, il faut déjà nous divulguer les banques de caractéristiques ou de mesures biométriques. Maintenant, on a fait un changement à la loi qui concerne ça. Il faudra divulguer à la commission toute utilisation de techniques biométriques pour vérifier ou confirmer l'identité. Donc, ici, on a potentiellement un élargissement là, des cas de divulgation. Ensuite, et j'en ai pas vraiment parlé, mais bien sûr, là, pour protéger les citoyens, on vient créer toutes sortes de nouveaux droits dans ces deux lois, donc dans la loi sur l'accès, dans la loi sur le privé. Et je donne seulement un exemple, trois exemples, en fait, il y en a d'autres. Donc, il y a le droit à la portabilité qui va arriver en 2024. Donc, le droit d'accéder à ces renseignements personnels sous format informatisé, structuré, couramment utilisé. Le droit à la désindexation, qu'on appelle aussi le droit à l'oubli, qui existe en droit européen, mais qui ne sera pas exactement manifesté de la même façon ici. Donc, il s'agit du droit de demander à ce qu'on désindexe un hyperlien qui nous concerne ou à ce qu'on retire des renseignements personnels en ligne qui nous concernent, si je résume. Et le droit de demander la révision d'une décision qui serait entièrement automatisée, la révision par un humain. Donc, là-dessus, il faudra investir un certain nombre de ressources là, pour s'assurer de permettre l'exercice de ces droits-là. Entre autres. Je vous parle aussi en un mot du rôle étendu de la commission, parce que là, j'ai fait le tour un peu des nouvelles responsabilités et vous voyez qu'il y en a une grande quantité. On est très conscient du fardeau là, qui se pose sur les organisations pour mettre ça en œuvre. Et la loi, heureusement, vient nous aider aussi à en faire un peu plus pour les accompagner.
Donc, on est venu écrire dans la loi sur l'accès que la Commission peut mobiliser des moyens de sensibilisation. On le faisait déjà, mais ça va occuper une partie importante de nos activités pour favoriser la conformité. Donc, il y a déjà des travaux en cours. Je peux vous dire notamment qu'il y en a sur la responsabilité des entreprises, donc des outils pour favoriser la mise en place de cette obligation de responsabilité. C'est à venir et on travaille sur autre chose aussi graduellement là, à la mesure de nos ressources. Autre chose, c'est que la Commission va pouvoir élaborer des lignes directrices qui pourraient venir préciser certains aspects de la loi. Il y a quand même un certain nombre de dispositions qui peuvent susciter l'interprétation. Donc, on pourrait penser là, que ces lignes directrices vont donner un peu plus de certitude aux organisations, un peu plus d'informations sur la façon dont la Commission envisage qu'on doit les respecter. Ces lignes directrices-là vont pouvoir être diffusées à partir de septembre 2022. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va en avoir exactement dans ce mois-là, mais à partir de cette date-là, il faudra peut-être se tenir à jour quand on est responsable de la protection des renseignements personnels, des différentes lignes directrices qui pourraient être rendues disponibles là, par la Commission d'accès à l'information. Et essentiellement, là, le rôle de la Commission, ça va être de favoriser la conformité. C'est ça qui est important. C'est de favoriser la protection des personnes. Ça va être des activités essentiellement de sensibilisation et d'intervention. Mais évidemment, et on en a beaucoup parlé aussi pour le projet de loi 64, il va y avoir des sanctions renforcées aussi en cas de manquement particulièrement cités là, dans les articles qui donnent ouverture à ces sanctions-là. Donc, ce sera une possibilité. On ne va pas se mettre à donner des sanctions à tout vent, mais ce sera un outil dont on va disposer. Donc, un mot sur ces sanctions-là. Il y en aura deux sortes. Des sanctions pénales qui existaient déjà, qui vont pouvoir atteindre jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 du chiffre d'affaires mondial d'une organisation. Donc, des montants importants là, qui rappellent le RGPD. Et des sanctions administratives pécuniaires qui vont pouvoir être imposées par la Commission jusqu'à un montant de 10 millions ou de 2 du chiffre d'affaires mondial. Là, pour l'instant, il y a quand même une certaine incertitude par rapport à toutes ces sanctions-là. On est conscient. La loi nous oblige à concevoir un cadre d'application pour les sanctions. Et donc, il sera rendu public. Et ce cadre-là va préciser l'objectif des sanctions, les critères qui vont être appliqués. Il va préciser aussi peut-être la distinction là, entre les cas qui donnent lieu à des sanctions administratives pécuniaires, les cas qui donnent lieu à des sanctions pénales. Donc, là aussi, ce sera à consulter pour les organisations pour avoir un peu plus de certitude là, en cette matière-là. Alors, je vous donne maintenant un aperçu là, du cheminement que vous pouvez entamer sur les prochaines années. Alors là, on est en novembre 2021. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre la notion du temps avec ma longue liste de nouvelles responsabilités, de nouvelles possibilités. La loi a maintenant 2 mois et elle va essentiellement entrer en vigueur en 3 étapes. Je vous le disais tout à l'heure. Donc, une première en septembre 2022, dans 10 mois. Les obligations majeures à ce moment-là, ça va être d'avoir formé un comité dans le secteur public, désigner un responsable dans le secteur privé et des obligations en lien avec les incidents de confidentialité. Ils vont être en œuvre là, à partir de septembre 2022. Donc, c'est celle qui rentre en vigueur le plus rapidement. L'essentiel de toutes les autres obligations et les autres possibilités vont entrer en vigueur en septembre 2023, dans à peu près 2 ans. Donc, règles de gouvernance, règles de consentement, anonymisation et dépersonnalisation dont j'ai parlé tantôt, ce sera dans 2 ans. Les sanctions également seront dans 2 ans. Donc, ce sera le moment là, où il y aura plus de choses à mettre en œuvre. Et on peut déjà commencer à s'y préparer. Le législateur a ajouté finalement 1 an à la plupart des dispositions, puisque initialement, c'était prévu que ça rentre en vigueur 1 an après la sanction de la loi. Donc, un peu plus de temps pour voir venir, mais il faut déjà commencer à travailler. Et en septembre 2024, finalement, dans 3 ans, bien là, on va avoir une dernière obligation, en fait, une dernière possibilité, c'est le droit à la portabilité. Et comme il pourrait y avoir des changements à vos systèmes informatiques, pour mettre ça en œuvre, peut-être ça peut être bon déjà de commencer à y penser. Ça a été échangé en commission parlementaire, que les parlementaires étaient conscients que ce droit-là pouvait demander plus d'efforts à être mis en place. Donc, c'est la raison qui explique là, la date. Je vous donne une idée des premiers gestes que vous pourriez poser, puisque la Commission est consciente que peut-être on ne sait pas trop par quel bout prendre les changements législatifs. Pas une solution parfaite que je vous donne, mais c'est au moins là, un plan de match pour l'immédiat. D'abord, prenez connaissance des lois. C'est une bonne chose à rappeler, parce que les lois n'ont pas entièrement changé. La loi sur l'accès, la loi sur le privé, il y a des grands pans qui continuent de s'appliquer. Et ce serait bon de prendre connaissance des nouvelles dispositions aussi. Je fais ce que je peux dans mon webinaire, mais il n'y a rien de tel là, que de lire, évidemment, la lettre de la loi.
Alors, en ce moment, là, les publications du Québec n'ont pas rendu disponible la loi consolidée, mais la Commission a préparé une version administrative de la loi sur l'accès, de la loi sur le privé, et on les a mises sur notre site. Donc, vous allez pouvoir consulter dans un tableau toutes les dispositions de chacune de ces deux lois-là. Dans une autre colonne, les nouvelles dispositions et leur date d'entrée en vigueur. Ça aussi, c'est important pour vous aider à vous préparer. Donc, il y a un code couleur, là. C'est une première chose à aller consulter. Deuxième chose qui serait importante, c'est de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels et aussi de lui donner les moyens d'agir. Donc, des moyens techniques, des moyens financiers, des ressources humaines, mais aussi une posture décisionnelle importante dans l'organisation. Donc, dans le secteur public, on est habitué peut-être à ça, dans les grandes entreprises également, mais dans les plus petites, il faut quand même désigner une personne qui a une latitude pour agir, pour faire des changements structurels. Une chose que pourra faire ce responsable assez rapidement, c'est un inventaire des renseignements personnels. On veut les protéger, ces renseignements-là, mais il faut savoir lesquels on détient. Donc, souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme exercice. Donc, un recensement, un inventaire de renseignements personnels, ça va être d'aller voir qu'est-ce qu'on recueille, pourquoi, évidemment, à qui on le communique, combien de temps on le conserve, comment on le détruit. Donc, ce genre de questions-là, d'aller faire une sorte de cartographie des renseignements personnels dans l'organisation. Ça va vous aider à savoir ce que vous devez prioriser aussi dans les autres obligations. Peut-être que certaines là, sont moins urgentes pour être prêts dans les temps. Et j'ai ajouté, bien sûr, consulter les ressources de la commission. Je vous l'ai dit, on va travailler là, à la commission d'accès à l'information pour développer des outils de sensibilisation. Il y en aura donc qui seront graduellement rendus disponibles. Et il y en a déjà un certain nombre qu'il faudra mettre à jour, mais dont l'essentiel demeure pertinent. Donc, des ressources sur la biométrie, sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, sur les incidents de sécurité. Il y en a déjà sur notre site web. Donc, déjà d'aller se familiariser avec ça, c'est une bonne idée. On a créé un espace évolutif sur le projet de loi 64 qui est accessible via ce bouton là, dont je vous ai mis l'image sur notre page d'accueil. Je vous invite à aller le voir parce que ça reprend un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Les nouvelles obligations sont structurées par thématique. Donc, ça aussi, là, c'est un bon premier réflexe. Et c'est là que se trouvent les lois administratives, les versions administratives dont je vous ai parlé tantôt. Alors, j'en ai dit beaucoup sur la protection des renseignements personnels. Je sais que c'est ce qui va mobiliser l'essentiel de vos efforts, mais je parle aussi, en terminant brièvement, très brièvement, d'accès à l'information. C'est une autre mission importante de la Commission. Et dans une optique de transformation numérique, là, on peut aussi repenser certaines approches de ce côté-là. Donc, un mot là-dessus. D'abord, quelques nouveautés juridiques. Très brièvement, le projet de loi 64 change certaines dispositions, même si son objectif primaire, ce n'était pas l'accès à l'information. Donc, du côté des organisations, bien évidemment, les organismes publics, je l'ai dit, vont devoir former un comité qui va parler notamment d'accès à l'information pour aider à mettre en œuvre les dispositions. Ensuite, tant les entreprises que les organismes, bien, vous allez devoir porter assistance aux requérants lorsqu'ils ne comprennent pas une de vos décisions en matière d'accès. Et les personnes proches d'une personne décédée vont également pouvoir demander à accéder à ces renseignements personnels pour des motifs de deuil. Ça, c'est un nouveau droit qui est inclus dans la loi. Donc, il faudra penser à une façon de le mettre en œuvre. Brièvement, parce que c'est un peu technique, mais du côté des recours à la commission, les organisations peuvent demander à la commission d'accès à l'information de ne pas traiter une demande d'accès qu'ils jugent, par exemple, abusive. Dans ces cas-là, traditionnellement, la commission pouvait seulement dire oui ou non, faites-le ou ne le faites pas. Maintenant, elle va avoir un peu plus d'options. Donc, elle pourrait être amenée à décider que l'organisation dispose d'un délai plus grand ou elle pourrait aussi circonscrire la demande du requérant pour favoriser une réponse au moins partielle à sa demande. Donc, ça, c'est un des changements là, qui touche un peu plus l'accès à l'information. Maintenant, si on pense un peu à ce qu'on peut transformer dès maintenant en attente de plus de changements législatifs, bien, on peut penser à la gestion documentaire. Tantôt, j'ai parlé d'accumulation de données. On accumule aussi pas mal d'informations de tout type, les données en étant une, mais les documents de tout acabit se démultiplient dans les organisations. On n'a jamais généré autant d'informations que maintenant, en fait. Et des informations de tout type, les informations de papier, numérique, évidemment, structurées, non structurées. Alors, il y a tout un défi là, de gestion documentaire dans les organisations pour lesquelles je pense que le numérique peut être utile. Donc, processus de transformation numérique, des automatisations, des numérisations, par exemple. On peut penser à des logiciels qui permettent de favoriser une gestion efficace du calendrier de conservation, donc d'automatiser certaines suppressions, par exemple, avec des règles.
des logiciels aussi qui peuvent générer des métadonnées ou aider à les gérer. Il y en a quand même une grande quantité là, qui viennent décrire les documents, les données qu'on a en notre possession. Et tout ça, ça favorise non seulement, ça favorise un meilleur repérage de l'information, ce qui est la clé en matière d'accès à l'information. Donc, il faut être capable de ne pas avoir trop de choses à notre disposition et que ce soit bien documenté. Et ça va servir à favoriser le droit d'accès des personnes aussi, bien sûr, en premier lieu, mais ça va aussi servir à faciliter la gestion des affaires courantes de l'organisation. Donc, même nos employés ont besoin d'accéder à ce qu'on a déjà dit, à ce qu'on a déjà fait. Et c'est au service un peu de tout le monde d'avoir une bonne gestion documentaire. Donc, peut-être regarder de ce côté-là. Il y a notamment des outils d'intelligence artificielle assez intéressants. Maintenant, pour ce qui est du traitement des demandes d'accès, on peut penser à adopter des outils de suivi des délais. Donc, il y a un certain délai qui est accordé aux organisations pour traiter ces demandes-là. Malheureusement, il est souvent dépassé. La Commission reçoit pas mal de recours de ce côté-là. Donc, pourquoi pas se doter d'un outil pour mieux les suivre si ce n'est pas encore le cas. Et aussi d'outils qui permettent de faire des statistiques ou d'avoir des tableaux de bord là-dessus. Là aussi, dans l'objectif d'informer les décisions, d'avoir des meilleures données sur ce qu'on fait. Ça va aussi dans le sens de la transformation numérique et de prendre peut-être des mesures correctives. Du côté du web, on pourrait penser à implanter un portail pour les demandes d'accès, peut-être pour en déposer, par exemple, et aussi à traiter les demandes d'accès à des renseignements personnels davantage comme c'est un droit évidemment, mais davantage comme un service que comme un fardeau. Je pense qu'on aime tous ça, avoir des espaces clients, des espaces citoyens dans lesquels nos informations sont accessibles, sont sécurisées, bien sûr, et où on peut voir, par exemple, si on doit faire une demande de rectification, où on peut facilement savoir là, les renseignements que l'on détient à notre sujet dans la mesure du raisonnable. Donc, peut-être quelque chose à envisager aussi. Et grosso modo, ce que l'on cherche à faire, et on le dit depuis plusieurs années à la Commission, c'est de passer d'une approche réactive où on va attendre les demandes d'accès vers une approche davantage proactive. Donc là, une approche qui repose davantage sur l'anticipation du besoin. Dans les organismes publics, surtout, c'est à eux que je m'adresse pour cette diapositive-là, on le sait, ce que les citoyens demandent le plus, ou du moins si on ne le sait pas, avec un nouveau système de gestion des demandes, on le saura peut-être davantage, mais on a des données, on a des documents qui sont demandés. Je pense qu'on peut les valider, les mettre en forme et les publier proactivement. C'est quelque chose qui est déjà une tendance depuis de nombreuses années. Alors, on peut penser à des publications automatiques des accréditations de certaines décisions en mettant du texte autour. Là, peut-être qu'on peut mobiliser l'intelligence artificielle. Il y a des projets de recherche en ce sens-là, d'ailleurs. Il y a tout le mouvement des données ouvertes dont je ne parlerai pas en détail, mais qui demeure très important. Donc, de chercher aussi à donner accès à nos renseignements ou à nos données plutôt, en les protégeant adéquatement, mais pour permettre à d'autres d'en tirer de la valeur. Et aussi, on l'a vu dans la pandémie, on peut penser aussi pour donner du sens aux informations, à mobiliser certains portails ou certaines visualisations, toujours en gardant en tête là, de protéger les renseignements personnels qui seraient impliqués. Donc, ça donne un peu une idée de ce qu'on peut faire. Et je vais conclure cette présentation dense. Je vous remercie de votre attention, mais en vous disant qu'au cœur de la transformation numérique, ce que vous devez placer, ce sont les personnes, ce sont leurs droits également. Donc, on ne fait pas ça pour rien, d'adopter des nouvelles technologies, de prendre des meilleures décisions. On le fait pour les gens. Et c'est aussi une belle occasion de mieux préserver leurs droits à l'information, leurs droits à la vie privée, puisque, et là c'est un peu galvaudé, mais je me permets de finir là-dessus, les données, c'est un super pouvoir. Donc, ça vous amène évidemment de très nombreuses possibilités pour faire mieux, pour aller plus loin, pour être plus performant, mais ça vient avec son lot de responsabilités. Ça explique les changements législatifs en partie là, que je vous ai présentés et ça justifie d'investir les efforts nécessaires pour protéger justement ce qui nous donne autant de possibilités. Donc, je conclue là-dessus et je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui, de vous être déplacés en si grand nombre. Je vous invite aussi à contacter la commission là, si vous avez besoin. On est sur Twitter, on a un site web que je vous invite à consulter et on est bien sûr toujours joignable là, par téléphone ou par courriel.